Bien écoutez, pour cette dernière conférence, vous l'avez compris, maintenant on va partir à l'aventure des zones commerciales. Et j'ai l'honneur de recevoir Christophe Jeannet, qui est directeur général délégué chez Nood. Christophe, merci d'être avec nous. Oui, c'est vrai qu'il manque le micro. Merci, bonjour à tous. Et Christophe, donc je vais vous laisser vous présenter, mais fatalement la première question qui nous vient à l'esprit, c'est quelle est votre perception de l'ensemble des défis qui ont été partagés depuis le début. On a parlé de problèmes de vacances, on a parlé de défis de transformation, on a parlé de deuil de la valeur, puis on a parlé finalement de porter un nouveau regard sur les actifs et se dire est-ce que j'ai pas un potentiel de création de logements. Je crois savoir que chez Nood, c'est des questions qui sont largement passées du PowerPoint au tournevis, si mes sources sont bonnes. Oui. Merci d'abord de m'autoriser ces quelques instants avec vous, de partager, j'ai l'impression, avec beaucoup de gens qui sont des gens opérationnels, qui travaillent et qui ne font pas que réfléchir, donc c'est sympa. Et pour très vite rentrer dans le vif du sujet et éviter de confirmer tout ce qui a été dit depuis le début, depuis le début des conférences, évidemment, il y a un enjeu de sobriété foncière, évidemment, il y a un enjeu en matière de crise du logement. Mais pour être très pratico-pratique et répondre à monsieur qui, je crois, est des Hauts-de-France, je vais vous présenter deux projets ensuite, très rapides, mais délai pour ces deux opérations. Une opération à Bordeaux-Counord, 2 ans de montage, 5 ans de chantier. Vous allez voir pourquoi. Et le deuxième projet, plutôt à Fontenay, 15 ans de projet, toujours pas d'OAP. Voilà, c'est pour vous donner un peu le cadre. Donc en fait, il n'y a pas de ref, tout est possible. Et après, c'est qu'une question d'alignement des planètes. C'est la volonté de collaborer partie prenante, partie prenante publique et privée. Et donc voilà, il n'y a pas de règle du jeu. Peut-être avant de parler des enjeux de Nood et peut-être dire qui on est rapidement quand même. Nood, pour ceux qui le savent déjà, on est issu d'une belle histoire qui a eu 45 ans de succès. C'est l'histoire d'Imochamp et la structure, la foncière immobilière qui a contribué à accompagner le développement d'une enseigne qui s'appelle entre autres Auchan, mais qui ensuite a permis le développement de ce on appelle ça en escadrille, où vous avez eu toutes les enseignes de l'écosystème AFM qui ont eu l'occasion de se développer sur les années 80 et 90. Je ne peux citer que les essentiels, les Leroy Merlin, les boulangers. Mais pour ceux qui sont assidus à la télé, vous avez dû suivre une petite émission qui a eu lieu la semaine dernière et qui a parlé un petit peu de la famille. Beaucoup de sujets, mais beaucoup moins de chiffres par contre. Vous noterez qu'ils étaient un peu moins bien informés quand même. Alors nous, rapidement, donc c'est quand même 10 pays. On n'est pas français uniquement, on n'est pas européen. Une dizaine de pays, c'est 1300 collaborateurs. Mais pour parler de la France, c'est 450 collaborateurs, une centaine de collaborateurs qui sont dédiés, dont je m'occupe, qui sont dédiés à ce travail de transformation et qui assurent tous les métiers du montage, de la construction et de la commercialisation. Et puis c'est quand même quelques millions de mètres carrés gérés. C'est un patrimoine sur la France qu'on gère qui fait pas loin de 14 milliards et potentiellement 1,8 milliard de chiffre d'affaires en promotion, c'est-à-dire en développement de mètres carrés, à la fois réhabilité mais aussi construit neuf. Et vous verrez on peut construire du neuf sans être obligé d'artificialiser. C'est notre spécificité, c'est que nous on a des parkings à foison et ces parkings en fait on va s'amuser à les désimperméabiliser. Peut-être un dernier chiffre pour parler de Nood. C'est pas un chiffre que je vais vous donner, c'est une philosophie qu'on m'a donnée quand j'avais démarré ma carrière. Et ce monsieur s'appelait Alain Taravella, il s'appelle toujours, il est toujours vivant, il va bien. Euh, Quand on fait du commerce, on dit toujours l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Et aujourd'hui, les enjeux, c'est plus ça. Parce que l'emplacement, il existe déjà. Et nous, en tout cas, sur nos enjeux à nous, la centralité, elle est déjà avérée. Elle est monofonctionnelle, on va en reparler. L'enjeu pour nous maintenant, c'est le projet, et le projet. Un petit peu de fiscalité parce que c'est important, même s'il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui, et puis surtout du financement. Voilà, c'est ça l'enjeu aujourd'hui sur lequel nous on travaille. Alors, nous veut devenir un leader en matière de régénération urbaine. Alors, à la fois évidemment au niveau européen, vous l'avez compris, mais avant et surtout d'abord en France. Et notre enjeu, c'est de travailler sur le people, les enjeux sociétaux. C'est pourquoi on refait de la réhabilitation, pourquoi on développe des projets mixtes. Ensuite, c'est d'avoir le souci de faire ça en faisant attention à notre planète. Et évidemment, il n'y a pas de projet sans un minimum de profit. Sinon, effectivement, il n'y a plus personne qui veut financer quoi que ce soit. Vous en avez déjà parlé un petit peu. Alors les enjeux de Nood, les enjeux de Nood en fait ils sont, vous les avez rappelés tout au long des deux premières séances. La première évidemment c'est que nous on travaille pour l'écosystème AFM, vous l'avez compris.
Nos deux principaux clients sont historiquement Citrus, notre foncière. Oui, oui, tu peux, oui, très bien. Voilà. Vous avez donc nos deux enjeux principaux, nos deux clients principaux sont Citrus, la foncière qui détient tous les actifs historiques, et Auchan. Mais notre revendication, c'est de traiter ce sujet-là au niveau de l'écosystème et donc notamment des enseignes de l'AFM qui ont eu la chance durant ces 20 dernières années de se développer de façon autonome en matière de développement immobilier. Donc c'est des enseignes principalement dites de stand-alone, donc les Leroy Merlin, les boulangers, etc. On ne parle pas des enseignes de galeries à proprement parler. Donc ces enjeux sur ce patrimoine de Citrus et d'Auchan, évidemment, vous les avez rappelés déjà tout à l'heure, c'est que nous, on a la chance, entre guillemets, même si on est dans un contexte économique et une industrie de l'immobilier qui est aujourd'hui en délicatesse, mais on a la chance d'avoir une grande disponibilité foncière, donc c'est l'occasion de s'y mettre. On a par l'histoire une bonne desserte par infrastructure et plus seulement par voiture. La plupart du temps, la ville a rattrapé ces entrées de ville sur lesquelles vous avez maintenant la possibilité d'être en mobilité alternative. Vous avez le tramway, le métro aussi pour l'essentiel. Et puis surtout, ce sont, comme je l'ai dit, des espaces qui sont déjà artificialisés. Donc en fait, la question pour nous, c'est de se dire que tous ces mètres carrés de parking, qui de plus en plus servent de moins en moins, parce que la question de ces grandes centralités monofonctionnelles, vous l'avez compris, aujourd'hui se remettent en question. On ne pratique plus le commerce comme on l'a fait avant, même si on s'est déjà remis en question sur cette seule partie de la programmation. Pour autant, c'est une réalité, il y a une forme de perte de fréquentation, parce que le fait d'aller faire du commerce en périphérie, aujourd'hui, il manque quelque chose. Voilà, la saveur n'est plus là, il manque quelque chose. Donc ça, c'est notre enjeu. Donc c'est l'enjeu de nos clients. L'enjeu de nous dans tout ça, c'est évidemment de créer des quartiers qui soient multifonctionnels. Et quand tout à l'heure vous posiez la question du deuil, le commerçant aussi a le droit de se poser la question, de dire oui, mais si tu vas plus faire de mètres carrés, que tu vas faire autre chose, au final, est-ce que c'est bien pour moi? Parce que tu vas me prendre des places de parking, il y a plein de gens qui vont venir sur ce site, mais qui ne vont pas me servir à moi pour mon business et pour mon commerce. En fait, l'enjeu, il est là. Au contraire, si les grandes enseignes aujourd'hui de la grande distribution doivent se réinventer pour se reposer la question de la proximité. Et donc, proposer sur un environnement qui était monofonctionnel de dire tu vas pouvoir permettre à tes clients de continuer à se restaurer, enfin d'abord à faire commerce, à se restaurer, à profiter de loisirs, etc. Mais on va aussi te proposer de faire revenir des gens qui vont venir travailler sur d'autres secteurs de métier, mais aussi habiter. Et donc la question de la proximité, c'est de dire, dans ta zone de chalandise, au lieu d'avoir 2 ou 3 habitants sur ta zone primaire, tu vas en avoir peut-être x10, parce qu'à côté de ton commerce, je vais construire du logement, du bureau et des gens qui vont s'inscrire dans cette logique que Carlos Moreno appelle la ville du quart d'heure, c'est-à-dire faire des déplacements dans une logique de quartier. Ça, c'est un enjeu qui est pour nous essentiel chez nous deux. Évidemment, vous l'avez compris, favoriser les mobilités durables. Et puis, un enjeu que tu as très bien rappelé les représentants de Nexity, avec qui on travaille d'ailleurs assez bien, pour vous dire, si notre expérience assez jeune chez nous est plutôt assez bien matérialisée avec de bons succès avec les équipes de Nexity. Donc, c'était l'occasion de le rappeler. C'est la question de la sobriété carbone, évidemment, c'est d'essayer de construire dans de bonnes conditions. Sobriété carbone, c'est rénovation, vous l'avez dit, et puis réutilisation des structures pour ce qui nous concerne. Quand on s'est dit ça, je ne vais pas faire l'apanage de la diapo, mais vous l'avez compris, l'enjeu pour nous, c'est évidemment de nous inscrire dans ce schéma qui consiste à dire que ces entrées de ville, aujourd'hui, c'est le terrain de jeu idéal pour faire du logement. En tout cas, pour que nous, on participe à la relance de la dynamique du parcours résidentiel. Pourquoi? Je vais le dire simplement, et attention, je ne suis pas en train de faire un cadeau. Nous, nos fonciers, on les a depuis des années. Ils sont amortis. Ils ne sont pas gratuits, mais ils sont amortis, d'une certaine manière. Donc la culture de les arbres montent jusqu'au ciel, que tous les promoteurs ont mené depuis 10-15 ans, financée effectivement par une certaine forme de fiscalité, je le reconnais volontiers, j'en étais avant, nous, on n'a pas ce problème-là. Donc on est un peu plus à l'aise pour dire comment est-ce que nous, on peut contribuer pour que ces fonciers permettent de relancer cette fameuse dynamique du parcours résidentiel et donc de permettre à des collectivités, à des bailleurs sociaux de s'inscrire dans un schéma économique où on a la capacité de pouvoir jouer sur la mixité sociale. Premier enjeu. Créer de nouveaux quartiers, je ne reviens pas dessus. Et enfin, le levier de la transformation écologique des territoires également. Donc c'est sans transition que je vais partager notre expérience du moment, puisque c'était une des questions que tu voulais que j'aborde, avec nos amis de la Banque des Territoires.
Régénimo, c'est une foncière on est en train de créer. Les choses se font work in progress. Comme on dit, c'est une foncière qu'on a créée, qu'on a annoncée à l'occasion du Salon des maires en fin d'année, avec Olivier Sichel, avec mon président Antoine Grelin et les représentants de Citrus. Un travail qu'on mène depuis un an maintenant avec la Banque des territoires régionale Hauts-de-France. Je le précise parce que ce n'est pas un dossier de PowerPoint réfléchi par les grands énarques que nous sommes parfois, mais par les gens du territoire. Et le territoire, c'est en région que ça se passe. Donc on a initié ce travail-là avec les Hauts-de-France en identifiant très clairement des sites qui nous permettaient très vite de nous mettre à l'œuvre. Et à partir de ce moment-là, se dire, bah, si on y arrive dans les Hauts-de-France, il y a des chances qu'on y arrive aussi dans les autres régions où la Banque des territoires est présente. On est parti comme ça. Comment ça marche, Régénimo? Bah, en fait, c'est simple. Même si la Banque des territoires a une raison d'être plus publique que privée, il n'empêche que pour autant, il ne déverse pas l'argent comme ça gratuitement. Et donc l'objectif, c'était de trouver une foncière qui soit à la fois une foncière de flux, donc avec des actifs qui génèrent des loyers, et des actifs de portage foncier. Parce que vous l'avez dit, le foncier, bah pour des transformations de cette nature-là, ça prend du temps. Même la Banque des territoires, au bout d'un moment, elle a quand même des comptes à rendre. Donc l'association de ces deux natures d'actifs nous permettent de garantir, ce n'est pas garantir c'est une façon de parler, une promesse, voilà, nous permettent de faire la promesse de dire, bah, ce travail de portage à l'échelle de l'aménagement devrait normalement nous ramener un rendement de 4,5-5%. Et donc de pouvoir se dire, ok, ça vaut le coup d'attendre. En clair, je vous ai donné deux exemples, ça n'a rien à voir, mais c'est tout à fait comme ça que ça s'est passé. Un projet très pratico-pratique type Bordeaux-Counord qu'on peut lancer très vite, où on a des terris qui sont extrêmement bons, parce que vous l'avez souligné tout à l'heure, mais finalement, vous verrez Counord, c'est très rapide. C'est 50 chantiers, mais finalement, on montage et c'est fait assez vite. Donc le risque, c'est très vite levé après 2 ans. Par contre, Fontenay, bah oui, c'est plutôt long. Donc voilà l'enjeu sur le sujet Régénimo. Donc on s'y retrouvait naturellement avec Régénimo. Pourquoi? Parce que les enjeux de la Banque des territoires, c'est, je vous l'ai dit tout à l'heure, la sobriété foncière, c'est la question de la crise du logement et comment la Banque des territoires est un acteur prioritaire pour cette relance du parcours résidentiel. Et puis enfin, pour Banque des territoires, l'enjeu numéro 3, c'est la transition écologique. Bah, ça cause les trois cases que j'ai évoquées tout à l'heure sur c'est quoi le rôle de Nood et que doit faire Nood pour ses propriétaires et ses clients principaux dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est la question de Régénimo pour être très pratico-pratique. Merci beaucoup Christophe, tu nous as pas mal fait de teasing sur les deux opérations. Nous forcément on a envie que tu nous racontes un petit peu les opérations. Comment ça marche là pour passer un Alors, en fait tu fais le petit flèche verte. Bon, ça je passe très vite, mais c'était, je crois que tous les intervenants précédents l'ont rappelé. Le puzzle de la transformation, vous avez compris, c'est un exercice pas simple. Et donc l'objectif, c'est d'essayer de faire en sorte que l'équation, tous les paramètres au bon moment, et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc vous avez alors je vais faire le clin d'œil par rapport à la question du deuil. Ah. Ouais. Et je vais reprendre des propos qui ne sont pas de moi, mais qui sont d'André Hichet, fondateur CDC, qui est beaucoup intervenu ces derniers temps et qui était un rapporteur auprès du ministère, enfin du gouvernement précédent, pas celui qui restait 3 mois, ou vraiment celui d'avant. Voilà. À l'occasion, on reparlera aussi de l'AMI peut-être 2 minutes, mais il disait la chose suivante. Il dit il faut savoir perdre de la valeur pour mieux en créer. C'est ça l'enjeu. D'accord? Donc si vous expliquez à un propriétaire ou un commerçant qu'on va lui couper son revenu, son EBITDA pour mieux créer derrière, il n'y croit pas. Donc notre enjeu, c'est celui-ci, c'est de se dire comment est-ce qu'on crée de la valeur, comment on maintient de l'activité, l'exploitation du commerçant pour ne pas dégrader la valeur. Ça, c'est un exercice qui est pas simple, mais au final, on y arrive. Sur Fontenay, je vous donnerai 2-3 chiffres. Vous verrez, il n'y a pas besoin d'avoir fait Sciences Po ou d'avoir fait Polytechnique pour comprendre qu'il y a un intérêt à se mettre en mouvement. Donc voilà, valeur commerciale, la complexité, ça a été rappelé. Le facteur temps, en fait, il n'y a pas de recette miracle. La politique réglementaire, c'est un vrai sujet. Malheureusement, on a une stabilité politique aujourd'hui qui est un peu en délicatesse. Donc c'est pas faute, avec mon collaborateur qui est ici. Ça fait 2 ans. 2 ans de travail. On a épluché ou écumé tous les ministères de tutelle concernés par ce sujet suite à l'AMI qui avait été lancée en septembre 2023 pour la transformation des zones dites monofonctionnelles.
gouvernement porté par Olivier Grégoire, Christophe Béchu et Patrice Vergrit. Et depuis, tout est parti à volo. Et depuis récemment, on a appris qu'on avait un PTZ étendu, etc., etc. Mais bon, ça ne fait que 5% de la relance de la dynamique qui s'est éteinte depuis près de 50% par rapport à 2022. Alors, tu voulais qu'on se parle des deux exemples très concrets. Ouais. On a très très envie que tu nous parles des deux exemples. Tu nous as donné quelques éléments, mais... Ah, Voilà. Donc, Counor. le fameux Counor. Alors, des chiffres, parce que j'ai l'impression que vous aimez ça. Ça, c'est un projet... alors, des comme ça, on en a 600 en France. Alors, on va pas réussir à les faire tous, malheureusement, ou heureusement, parce que ça veut dire que c'est pas utile partout et nécessaire et impératif. Le quartier de Counor, c'est un quartier... alors, le projet de Counor, c'est le quartier des Chartons à Bordeaux. Donc c'est la première petite couronne bordelaise. C'est un quartier au départ ouvrier et qui est devenu aujourd'hui un quartier plutôt un peu chic maintenant, on va dire. Et sur ce site-là, on avait historiquement un peu plus de, allez, on va dire 11 000 m², un gros hectare, où il y avait une boîte à vendre que vous connaissez tous très bien, le cliché. Il y a marqué Auchan, c'est une boîte, c'est donc une passoire énergétique au possible. 200 et quelques places de stationnement avec deux arbres qui se battaient en duel parce qu'ils ont réussi à survivre après deux coups de pare-choc depuis les 20 dernières années qui sont passées. Donc, et ce site-là, au milieu d'un quartier complètement rénové, un tramway qui passe au pied du projet. Et donc on a décidé de se dire comment on fait pour réussir à réimplanter le supermarché. On le maintient en place. On remet du développement immobilier, bureau, logement mixité sociale, avec le ratio qui s'impose sur la métropole bordelaise. Et tous les stationnements en sous-sol, ils disparaissent. L'espace public est complètement rendu aux piétons. Et c'est ça l'avantage de ces sites-là, c'est que c'était quasiment imperméabilisé à 97%, les deux arbres. Et là, on a réussi à désimperméabiliser pour rendre à la pleine terre près de 25% de l'emprise, tout en densifiant, puisqu'on est passé de 3000 à 16 000 m² construits. Les parkings en sous-sol, ils disparaissent, 200 places en sous-sol. Le supermarché de 2500 m² de surface de vente, donc c'est un petit magasin, entre guillemets. Quelques services de proximité type pharmacie pour maintenir l'activité ou la centralité de quartier. 6000 m² de bureaux qui sont déjà loués. Et le reste en logement pour 87 logements, une trentaine en social et une cinquantaine en accession libre. Cette opération-là, elle n'a fonctionné que pour une seule et simple raison. Alors déjà, l'alignement politique, évidemment, il n'y a pas de débat. Parce que toutes les conditions de la centralité sont réunies. L'accessibilité transport en commun, on est en situation urbaine, donc en densité, etc., etc. Donc la zone de marchandises est toujours présente et elle durera. C'est important, c'est de penser d'abord au client number one, c'est celui qui était historiquement là, donc l'enseigne. Mais on a réussi à maintenir ce projet-là, à lancer économiquement, parce qu'on a réussi à maintenir le commerce en place pendant le chantier. Voilà. Le deuil chez nous, c'est de ne pas faire du mal à celui qui était historiquement là, pour le bénéfice d'un autre. C'est de dire à notre commerçant, on va créer de la valeur pour notre écosystème, voilà, pour reprendre le terme dont on parle quand on parle de l'ASM, mais on ne va pas te faire du mal à toi pour en faire bénéficier quelqu'un d'autre. On fait en sorte que toi, commerçant, tu réussisses à rester en place et que tu bénéficies de ce renforcement de cette densité et de cette zone de marchandises finalement qui s'avère être plus intéressante pour toi, qui va te permettre de t'accompagner aussi dans ton travail de transformation de ton modèle pour revenir sur une logique de proximité. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on maintient le magasin en place. Donc il y a tout un travail de préfiguration aussi, parce qu'on parle de transition, je cherche mes mots cette fois-ci. Non, pas de transformation, c'est bon. D'urbanisme transitoire, excusez-moi, voilà, c'est le terme que je cherchais. C'est important de faire tout ce travail-là en amont, aligner les politiques, évidemment, mais aligner aussi le quartier. Il y a autant de travail en amont qui vont permettre de gagner du temps et éviter d'en perdre derrière, recours et autres natures de sujets qui fâchent tout le monde. Donc là, on a fait ce travail de transition, de préfiguration. Et donc de ce fait, on a réussi à faire cette opération. Donc le montage en moins de 2 ans. Par contre, un chantier en 5 ans. Pourquoi? Parce qu'on maintient le magasin en place. Donc on est passé de 200 places de parking et pas ce Noël-là, le précédent. On a démarré le chantier en octobre 22. Donc au mois de décembre 22, il n'y avait plus que 40 places de stationnement. Et le chiffre d'affaires a progressé. Le chiffre d'affaires continue à progresser.
Pourquoi? Parce que c'était l'enjeu, c'était de dire on fait attention aux commerçants. Je ne vais pas vous dire que le résultat est positif du magasin, mais ce n'est pas l'enjeu à ce niveau-ci. Ce qui compte, c'est qu'il ne perde pas ses clients et que donc son panier continue à progresser. Donc on a réussi à faire ce travail-là et c'est de cette manière-là qu'on arrive effectivement à transformer les projets. Donc des dossiers comme ça, il y en a quelques-uns. Et notamment peut-être les plus connus ou les identifiés puisqu'ils ont fait l'objet du projet d'AMI qui avait été lancé en septembre 2023. Je crois qu'il y a 74 dossiers qui ont été validés et retenus par l'ANCT. On a, nous, une douzaine de dossiers peu ou prou qui sont engagés de cette nature-là. Celui-ci n'en est pas puisqu'il était déjà parti, mais on en a quelques-uns aux quatre coins de la France et en particulier sur des villes moyennes. Parce que souvent, on se pose la question sur les grandes métropoles, mais il faut faire attention aux villes moyennes. C'est là souvent qu'il y a du potentiel. Le deuxième projet, pour le coup, vous allez voir, c'est pas le même. Pour information, ce projet-là, ça représente environ 60 millions d'euros d'investissement et c'est un projet qui est certifié bâtiment frugal bordelais. Bon voilà, je vous passe le détail, mais là vous retrouvez bien les éléments de structure, les sous-sols, le rez-de-chaussée actif et au-dessus le bâtiment qui est habité soit par du bureau, là en l'occurrence c'est du bureau, et sinon du logement. Et là vous retrouvez la configuration, il y a de l'urbanité, il y a de l'espace public, voilà. Et on reprend aussi les éléments de structure de la trame urbaine. Enfin voilà, on ne pose pas un projet comme ça, on fait en sorte que cette urbanité s'inscrive dans une trame existante. Voilà, vous retrouvez là près de 28% de pleine terre qui sont remis sur le site. Alors Val de Fontenay, c'est un autre projet. Bon, je vous passe le détail de sa situation géographique. C'est un travail en collaboration avec Sogeprom. On est en copromotion là-dessus, vous allez voir pourquoi après. Et donc voilà, là on est sur un urbanisme un peu différent quand même. Donc c'est un urbanisme des années 70, début 80. L'enjeu c'est de transformer ça. Donc comme je vous l'ai dit, là on est plutôt à 12 ans de projet et tout juste un alignement avec les collectivités pour faire en sorte que ce projet soit opérationnel sur l'année qui vient. Là, c'est un projet de désoclage. Donc, vous imaginez un projet d'urbanisme. Vous parliez de Cergy-Pontoise tout à l'heure, il me semble. C'est le même type d'architecture, même type d'urbanisme. Là, l'objectif, c'est de faire 80 000 mètres carrés. Là, il y a 80 000 mètres carrés existants, 21 000 de galeries, autant de supermarchés et 34 000 mètres carrés avec les fameuses tours qu'on voit bien légèrement là où il y a le logo Société Générale Périval. C'est les 4 tours où il y avait historiquement une partie du siège social de la Société Générale. Donc là, il y a 80 000 mètres carrés et l'objectif, c'est de construire 9 000 de plus seulement. 9 000 de plus seulement. C'est 400 millions d'euros d'investissement. L'objectif, c'est d'essocler. Ça, c'est l'occasion de développer pas loin de 500 lots, 500 logements. Vous évoquiez aussi résidence étudiante. On a aussi le cas ici, mais là, c'est une résidence étudiante sur une autre taille. On est aux portes du RER, du Grand Paris Express. On est aux portes aussi de la 86. Donc là, on a une opération de résidence gérée de 850 lots qui vont permettre de dérisquer aussi l'opération et de pouvoir accepter le temps long et de lancer tout ce qui va se passer. Ouais. Je finis pour vous dire, le deuil, c'est quoi? Ce projet-là, si on ne fait rien, le TRI à 15 ans de cette opération, c'est 1,5. Voilà, 1,5% de TRI. Vous imaginez le niveau d'investissement pour ne rien faire et arriver à un TRI à 1,5. Autant dire que là, pour la question du deuil, il n'y a pas de problème. Le propriétaire, il se met vite en mouvement. Et ce projet-là, si on y arrive, à aligner avec la collectivité, on réussira à présenter un TRI qui va surfer avec les 13% sur 15 ans. Voilà. La création de valeur, elle est là. Ça représente environ 150 millions de création de valeur. Donc c'est possible. Merci beaucoup Christophe. Le dénominateur commun de l'ensemble des interventions, ça a été finalement de se poser la question comment on fait tourner les bilans, comment est-ce qu'on débloque les freins. Et on a eu beaucoup d'exemples très inspirants. Donc la dernière question que je voulais te poser, il nous reste vraiment 1 minute, 2 minutes, c'est d'après toi comment on fait pour passer à l'échelle? Parce que là on est quand même sur de la fine couture, on a entendu parler d'orfèvrerie, de fine couture. Comment on fait pour passer à l'échelle? Comment est-ce qu'on arrive à démultiplier ce genre de recyclage urbain? Alors d'abord, le premier objectif, c'est de réussir d'en réussir quelques-uns, quand même pour démontrer que ça marche. Ça, c'est le premier enjeu. Et le deuxième enjeu, vous l'avez dit, d'abord, c'est systématiser le travail de communication, le travail de préfiguration en amont. Tout le travail de conviction qu'on peut faire en amont nous permet de simplifier le schéma sur la sortie. Et puis après, d'essayer de chercher des partenariats. Voilà, on ne va pas le faire tout seul. Et puis, si on commence à bien travailler avec certaines équipes,
on va démultiplier le travail avec les équipes et on va éviter de papillonner en essayant de travailler avec tout le monde. C'est l'enjeu, c'est le partenariat, la fidélisation d'une équipe qui fonctionne et qui gagne. Donc pour moi, si je retenais que ça, ça serait ce conseil-là. Merci beaucoup pour ce message extrêmement positif. Puis je connais un peu les équipes de Noot, donc ça coche bien la case d'être positif et de faire avancer les sujets. Et puis partenariat Regenimo, c'est un super exemple inspirant de coopération qui peuvent permettre une accélération et d'aller beaucoup plus vite. On arrive à la fin de cette dernière conférence. Je crois qu'on peut chaleureusement applaudir Christophe. Merci beaucoup pour ton témoignage qui vient clôturer à merveille ce cycle de conférences. Et donc je vous propose qu'on s'arrête là. On aura beaucoup parlé de deuil aujourd'hui, mais ce que je retiens, c'est qu'on est en train de vivre une transition, on passe d'un monde à l'autre, et quand on est entre les deux, forcément, c'est toujours un peu inquiétant. Mais j'espère que vous repartez avec des exemples extrêmement concrets et inspirants de comment l'immobilier de demain pourra nous aider à réinventer un petit peu le monde qui nous entoure. Merci beaucoup pour votre intérêt, votre écoute, et je crois qu'on est pile à l'heure. Donc ça coche toutes les cases. Merci.